Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Merci à mes téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver ce matin. On va parler de l'actualité, avant de parler de l'actualité de la France audacieuse, le mouvement politique que vous avez créé. Une jeune fille a été frappée à Strasbourg il y a quelques jours parce qu'elle portait une jupe. 3 jeunes hommes s'en sont pris à elle en lui mettant un coup de poing dans la figure et en lui disant qu'elle était une salope et une pute à cause de ce vêtement. Autour d'elle d'ailleurs, il y avait une quinzaine de personnes qui n'ont pas bougé avant, pendant et après. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à cette jeune fille, Elisabeth ? Non, je dis d'abord à ceux qui l'ont agressé que ce sont des actes de violence intolérables et qu'ils doivent être sanctionnés avec la mesure mais la fermeté nécessaire. Pour le reste, on vit avec une jeunesse et chaque période a eu ses modes et ses comportements où être trop autoritaire sur la tenue, c'est un papa qui a de grands enfants et de petits enfants aussi qui peut vous en parler, des filles. Mais vous lui dites comment les choses ne sont pas s'habiller, simples, mais il est vrai que plus les parents seront vigilants à ce que leurs enfants ne partent pas à l'école avec une tenue peut-être un peu trop provocatrice, ça ne peut être qu'une bonne chose. Pour autant, tout cela doit être une réalité dans tous les sens. La provocation, c'est aussi envoyer des enfants à l'école avec des signes communautaires, par exemple. Le voile. Le voile, pour moi, c'est aussi des choses qui peuvent être inadmissibles et qui peuvent provoquer des réactions. Tout ce qu'on peut éviter comme réaction pour qu'il n'y ait pas de tension, parce que l'école, c'est l'égalité des chances et c'est mettre tous les enfants sur la même ligne de départ, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur origine culturelle, pour qu'ils grandissent ensemble en se respectant, ce serait une bonne chose. Vous évoquez le voile. Est-ce que c'est une erreur d'avoir quitté l'Assemblée nationale pour un certain nombre de députés face à une syndicaliste étudiante voilée? Vous l'auriez fait, vous, ou pas? Oui, je l'aurais fait. C'était inacceptable d'accueillir à l'Assemblée nationale, qui est le lieu qui doit défendre par la loi la laïcité. Mais rien dans le règlement ne permet, encore une fois, d'interdire le port du voile pour quelqu'un qui est extérieur à l'Assemblée. C'est ce qu'a rappelé Richard Ferrand. Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui est dans la provocation permanente et qui blesse. Donc il faut faire attention. Quitter brutalement en disant c'est pas acceptable, c'est pas dans ma nature. Mais parler avec le président de la commission qui accueille, demander une suspension, s'expliquer et dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se pratiquer au cœur de la République, parce que l'Assemblée nationale, c'est le cœur de la République. Voilà, ce sont des choses où dans une société apaisée, il faut pouvoir se dire les choses et les organiser et les encadrer. Les annonces sur les séparatismes, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron ont été encore repoussées. Les séparatismes, encore une fois, parce qu'il ne faut stigmatiser personne. Voilà. Moi, je suis très clair et très cash chez vous, et vous savez que c'est dans ma nature. Il y a 6 ans de cela, que n'ai-je entendu lorsque j'ai dit « nous avons une 5e colonne dans notre pays ». Elle a fait ses ravages, malheureusement, à plusieurs reprises, et notamment au Bataclan à Paris, un 14 juillet 2016 à Nice, et elle continue à avancer telle une pieuvre rampante. Je vois les menaces qu'il y a sur Charlie Hebdo encore aujourd'hui. Qu'on se cache derrière le mot séparatisme ne me dérange pas, peu importe le vocabulaire qui est utilisé. Si le président de la République a enfin l'intention de prendre des dispositions à cet égard, je ne peux que m'en réjouir, mais qu'il le fasse. Il tarde un peu trop. Il a la main qui tremble ou pas? Je ne vais pas dire qu'il tarde un peu trop. Si il a un calendrier que seul lui-même le connaît et que dans quelques jours de cela, on en vient enfin à rentrer dans ce débat et à prendre des dispositions, il faut quand même dire que pendant 5 ans de socialisme, sous la présidence de François Hollande, il n'y a pas un seul pas en avant qui a été fait. Donc on ne va pas reprocher au président actuel de vouloir ouvrir ce débat. En même temps, ça fait 30 ans que cette histoire de voile est latente dans la société française. Vous êtes pour plus de laxisme, plus de fermeté par rapport au port du voile? Vous savez que je suis assez intransigeant dans ce domaine. Dès lors qu'on a le port d'une tenue de manière ostentatoire, où on dit clairement par sa tenue, voilà, je défends une position communautariste. Les communautarismes sont sans doute un des fléaux les plus importants que nous avons à combattre dans notre pays. Eh bien, si le voile est porté comme un signe ostentatoire
qui s'identifie à un communautarisme, il faut le dénoncer et il faut le condamner. Et l'interdire. Et l'interdire, je dis bien s'il est porté de manière ostentatoire. C'est difficile de faire la différence. Oh non, c'est pas si difficile que ça, parce qu'on voit bien qu'il y a ceux dont c'est juste une culture familiale et qui en réalité ont un comportement très républicain. Et puis il y a ceux qui sont vraiment dans la provocation et dans ce communautarisme qu'ils entretiennent à dessein. Et ça, nous devons le combattre et le bannir. On va parler de l'épidémie du coronavirus. À Nice, votre ville, un certain nombre de mesures ont été durcies, avec un impact, pas de fête des voisins, pas de rassemblement sur les plages. Ça a eu un impact sur les hospitalisations, les contaminations ou pas encore? C'est trop tôt? Pour l'instant, nous avons une stabilisation, en tout cas sur les hospitalisations et sur les réanimations, puisque nous sommes à 5 personnes en moyenne en réanimation de manière constante entre ceux qui sortent et ceux qui rentrent, avec une prise en charge qui est bien meilleure aujourd'hui parce qu'il y a un retour d'expérience du corps médical qui est de bien meilleure qualité aujourd'hui. En même temps, nous avons l'expérience de ce qu'il faut faire pour empêcher le virus de circuler. Donc c'est là que la collectivité, avec l'État, doit prendre les décisions les plus fermes possibles, parce que c'est vrai qu'il y a une augmentation de la circulation du virus. On la relève parce qu'il y a beaucoup plus de tests qu'avant, naturellement. Donc ces campagnes de dépistage qui permettent de mesurer cette circulation qui ne cesse d'augmenter du virus, en tout cas elle m'alerte et elle m'a amené à prendre des dispositions extrêmement fermes. Notamment dans les EHPAD, vous avez restreint de façon drastique les Ben oui, mais vous voyez, nous avons achevé hier matin dans les 4 EHPAD municipaux tous les dépistages des personnels et des personnes que nous hébergeons dans nos EHPAD. 0 personne positive. Bon, entre permettre à quelqu'un de votre famille, parce qu'on a besoin d'avoir une relation familiale, de rentrer et de faire prendre le risque à tout un EHPAD de se faire communiquer le virus et ne pas laisser le virus rentrer dans les EHPAD, j'ai fait le choix de ne pas laisser rentrer le virus dans les EHPAD. Si ce n'est que depuis 15 jours, nous avons organisé les choses avec des pièces désinfectées, des vitres séparatives, pour que depuis 48 heures, il puisse y avoir malgré tout un contact familial qui commence à s'opérer, mais de manière très encadrée, très surveillée. Je ne veux surtout pas laisser le virus pénétrer dans les EHPAD. Nous savons les clusters que cela peut constituer et les risques pour nos anciens que nous avons le devoir de protéger. Vous avez alerté à juste titre qu'au CHU de Nice, certains personnels soignants contaminés, je ne dis pas cas contact, contaminés, étaient obligés de continuer à travailler. Oui. C'est-à-dire malades. Je confirme. Vous avez interpellé le ministère de la Santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un retour? Je n'ai aucun retour, si ce n'est une direction du CHU qui sans doute ne peut pas faire autrement et qui dit qu'on n'a rien relevé de tel, mais nous avons des personnels, des syndicats et puis des relations que j'ai en tant que président du conseil de surveillance du CHU avec un certain nombre de cadres de la maison qui me disent très clairement que c'est une réalité. Donc il y a des gens qui continuent à travailler parce qu'on ne peut pas les remplacer alors qu'ils sont malades, c'est ça? Mais oui, mais... Ça paraît fou, Mais il y a tellement de choses, Laurence Ferrari, qui paraissent folles. Il y a eu un Ségur de la santé. On s'est dit, formidable, le problème de l'hôpital public est réglé dans notre pays. Regardez les queues qu'il y a devant les laboratoires pour se faire tester pendant des heures. Le nombre de jours qu'il faut pour avoir les résultats. Donc là aussi... alors qu'au printemps dernier, nous sommes venus compenser les manquements de l'État, et je ne le dis pas de manière polémique, parce que quand il y a une crise, il faut qu'il y ait cette capacité de dépassement où la collectivité et l'État doivent travailler ensemble, mais que l'État ait l'humilité de dire que s'ils n'ont pas la capacité de remplacer du personnel, de régler le problème des tests, qu'il décentralise alors à la collectivité un certain nombre de responsabilités. Nous avons démontré à Nice, comme dans d'autres villes ou communes de France au printemps dernier, que c'était les élus locaux qui étaient en mesure de compenser les manquements de l'État dans tous ces domaines. C'est justement l'objet de votre mouvement politique, la France audacieuse. C'est ce que vous avez dit hier. L'idée, c'est de faire un dépassement politique à partir
d'une France décentralisée. Ça veut dire encore une fois que vous avez le sentiment que l'État s'est servi des régions et des localités au moment de la crise et qu'en réalité, il n'y a rien qu'à bouger sur le centralisme. Ouais, aujourd'hui, nous avons besoin de franchir une nouvelle étape de la décentralisation. Dans des domaines où tout se passe chez nous. Les problèmes d'insécurité, on frappe à la porte du maire. Les problèmes de santé publique, on frappe à la porte du maire. Les problèmes de cohésion sociale, les problèmes de compétitivité et de soutien économique à l'entreprise. Un plan de relance économique, 100 milliards d'euros, dont je veux saluer l'initiative de l'État et du soutien de l'Union européenne, pour être dirigé essentiellement vers les PME. Et c'est une bonne chose que je salue, mais où trop peu de crédits sont dirigés vers les services déconcentrés de l'État ou vers les collectivités, alors que c'est nous qui investissons le plus. Ça fait 20 ans que l'État n'a pas aménagé une ligne de TGV dans ce pays, et ce sont les collectivités en matière de transition écologique, d'environnement, qui, sur chaque mandat, tous les 6 ans, livrent des centaines de kilomètres de lignes de métro et de tramway. Donc je dis, avec notre formation politique animée par des maires et à laquelle nous associerons désormais des citoyens, ils étaient 36 000 à être connectés en direct hier. Il faut que vous le sachiez, 36 000, c'est pas un petit chiffre quand même. Pour une université de rentrée à 36 000, c'est intéressant. Eh bien, ces citoyens des territoires disent oui, confirme au maire des mesures en matière de sécurité. Ça ne doit pas rester un domaine exclusivement régalien de l'État. Et à cet égard, je remercie Jean Castex, le Premier ministre, qui est venu à Nice, accepter ma main tendue pour faire de Nice une ville expérimentale en matière de sécurité, où va m'être transféré de manière expérimentale des prérogatives nouvelles en matière de police, le droit de contrôle des identités avec ma police municipale, de fouille des coffres de voitures. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de tout ça. Je demande à pouvoir disposer du fichier des déboutés du droit d'asile sur mon territoire. Je demande à pouvoir, en matière de squat, c'était dans l'actualité récemment encore, qu'on n'ait pas à attendre 6 mois ou 8 mois la décision d'un TGI ou d'un préfet pour évacuer des gens qui occupent sans droit ni titre la propriété publique ou privée. Je veux pouvoir le décider moi-même, parce que mes concitoyens attendent cela de la part de leur maire. C'est dans nos territoires, sur nos territoires, qu'il y a cette caisse de résonance. Eh bien, partageons un certain nombre de prérogatives et de responsabilités de manière plus équitable entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, à quoi va servir votre parti politique? Parce que c'est devenu un parti politique, cette France Audacieuse. Une formation. Vous savez, la différence, je sais, mais c'est assez ténu pour. On dira qu'un parti politique, c'est d'abord une écurie présidentielle. Oui. Et nous n'avons pas cette revendication. D'ailleurs, c'est une écurie présidentielle à condition d'avoir un candidat. Parce que quand vous n'en avez pas, vous devenez tout simplement inaudible. Parlez des Républicains, là. Je parle de tous ceux qui se reconnaîtront. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas la prétention de porter quelqu'un à la présidence de la République. Nous avons la prétention simplement d'apporter notre contribution à la croissance du pays. Les collectivités, c'est 70% de la commande publique. Mais les territoires, c'est aussi des PME, ce sont des commerçants, ce sont des artisans, ce sont des citoyens, ce sont des associations. Christian Estrosi, est-ce que vous n'avez pas déjà de facto mis la France audacieuse au service d'Emmanuel Macron, puisque vous avez appelé la droite à se rallier à lui en 2022 ? Nous ne sommes soumis à personne. Nous sommes dans un état d'esprit de liberté la plus totale. Vous ne soutiendrez pas Emmanuel Macron ? Mais la présidentielle n'intéresse pas les Français au moment où vous en parlez. Ça n'intéresse personne. Les Français sont inquiets. On m'a juste posé la question de l'avenir de la droite dans notre pays. Si nous avions, dans ma formation politique, parce que j'ai un parti politique qui est LR, qui vous traite de traître, d'opportuniste et de fossoyeur. Oui, enfin, les quatrièmes couteaux. Et puis, il y a tous ceux qui, très majoritaires, disent il dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Parce que la prochaine échéance, c'est d'abord les régionales. Et il faudra m'expliquer si on n'a pas, en période de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, où les Français sont inquiets, ont besoin d'être protégés au plan sanitaire, au plan de l'emploi, au plan économique, au plan de la sécurité, tout simplement, si nous ne montrons pas que plutôt que d'être dans la critique systématique, nous avons une capacité de dépassement dans ces moments-là, c'est de cela dont je veux parler. Si nous avons un homme providentiel, un Jacques Chirac, un Nicolas Sarkozy qui a décidé, c'est lui, de dire clairement qu'il n'avait pas l'intention
d'être sur le retour. Si Nicolas Sarkozy en décidait autrement, ça changerait les choses pour vous. Ça pourrait changer pour les Républicains beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'homme providentiel ni de femme providentielle pour l'heure. Donc je dis simplement, est-ce que vous voulez rester sur le banc de touche alors que le président de la République est venu chez nous chercher ses 2 premiers ministres, Édouard Philippe, Jean Castex, quelques-uns des ministres les plus importants de la République, le ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur, etc. Donc je dis qu'à un moment, il doit y avoir cette faculté de dépassement pour que la droite et le centre dont je suis issu, que le gaulliste que je suis, et qui veut dire quelque chose de fort, 58, c'est aussi le dépassement, le rassemblement en période de crise. Et les Français sont inquiets, rassurons-les, et montrons que nous voulons faire ensemble avancer le pays plutôt que d'être dans des compétitions d'ego. Merci beaucoup Christian Estrosi d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes.